Nous recevons pour vous aujourd'hui M. Chris-Antoine Walembo, le coordonnateur général de la Convention des partis républicains. Il est en même temps président du CODEMO, le Congrès des démocrates africains. Bonsoir, M. Chris-Antoine Walembo. Bonsoir, madame. Comment se porte votre parti, le CODEMO? Lorsque vous n'entendez pas de remous au sein d'une formation politique, notamment entre deux élections, on peut considérer que le parti se porte bien. Parce que nous considérons toujours que les rapports de force qui conduisent à des dissidences, à plusieurs sons de cloche, c'est le référentiel pour dire qu'un parti a certainement des problèmes. Le nôtre, pour le moment, il se porte bien, puisque vous n'avez jamais entendu qu'il y avait plusieurs sons de cloche au sein du CODEMA. Voilà. Et au sein de la Convention des partis républicains. Mais la Convention des partis républicains se porte bien aussi. Vous savez que vous êtes sûr? La coordination, mais sauf si vous apportez la preuve contraire. Cette convention-là, la plateforme, regroupe combien de partis politiques? Non, mais aujourd'hui, la Convention des partis républicains ne compte plus que 3 partis. Au départ, vous étiez à combien? Au départ, nous étions 6 partis. Oui. Nous étions 6 partis. Et de manière formelle. Bon, vous savez que l'ancien coordonnateur général est allé au gouvernement et pour une plateforme d'opposition, le coordonnateur a une obligation de solidarité gouvernementale et un devoir de réserve. C'est pour ça qu'on avait donc restructuré la convention et ça n'a pas été du goût de certains leaders et qui n'ont pas signé la nouvelle charte. Oui, on va en venir là. Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui pour que de 6, vous passez à 3 partis seulement? Bon, c'est un débat un peu obsolète, hein, mais comme c'est la presse... Pourquoi vous qualifiez de débat là d'obsolète? Parce que pour nous et pour nos militants, ce débat n'a plus lieu. Pourquoi? Quand c'est largement et longuement expliqué sur les motivations qui ont conduit à la rédaction d'une nouvelle charte. Le casus belli, c'est quoi? C'est-à-dire la cause de belligérance. Oui. C'était que le coordonnateur général, Nicéphore Fila de Saint-Eudes, avait été reconduit au gouvernement. Moi, j'assurais son intérim pendant plus de 6-7 ans. On ne peut pas être intérimaire pendant 6-7 ans. Donc, à partir du moment où le président de la République avait de nouveau refait confiance au coordonnateur général sortant, donc il y a eu une nécessité de réaménager la convention. Bon, maintenant, vous savez, ce n'est pas à nous d'expliquer pourquoi, malgré la pertinence des arguments avancés, qui ont même un caractère politico-juridique, 2 autres partis, je crois, 2, oui, ou 3, n'ont pas voulu re-signer la charte et ils sont partis. Et la convention des partis républicains m'avait donc confirmé d'intérimaire, je suis passé coordonnateur général. Et pour nous, ce débat, donc la pomme de discorde était votre confirmation. Vous avez, après 7 ans d'intérimaire, vous êtes devenu le coordonnateur général de la COPAR. Oui. Mais pourquoi les 3 autres ont décidé de faire chemin, vraiment de claquer la porte? Mais vous savez, nous sommes dans un milieu politique où il y a plein d'intrigues. Moi, je n'ai pas à expliquer les motivations de tel ou tel autre leader à partir du moment où l'adhésion est volontaire.
On peut aussi avoir des considérations fondées sur telle conviction, et puis on s'en va. Donc nous ici, nous ne pouvons pas expliquer pourquoi, malgré la pertinence des raisons qui avaient suscité la rédaction d'une nouvelle charte, deux autres... Ont-ils été associés dans la rédaction, justement, de la rédaction d'une nouvelle charte de la COPAR? Bon. Ou vous avez préféré vraiment... Mais ce ne sont pas nos méthodes. Ce ne sont pas nos méthodes. C'est-à-dire que cette réunion ou cette assemblée générale avait été préparée par tout le monde. Maintenant, refaire ce débat 3 ans ou 4 ans après, bon, vous savez, c'est les réflexes des journalistes. Mais pour nous, ce débat est clos depuis longtemps, puisqu'on ne peut pas... Le débat ne peut pas être clos. Vous conviendrez avec moi, Monsieur Chris-Antoine Walembo, au moment où la pompe de discorde entre vous et les autres, par exemple, il y a eu 2 partis, que voilà, sur les 3, je peux citer 2. Le Parti républicain libéral de Monsieur Antoine Nicéphore, Fila de Sainte-Eude, et puis le Parti écologiste de Dim Ebina. Aujourd'hui, est-ce que la COPAR n'est-elle pas devenue une coquille vide, Monsieur Chris-Antoine Walembo? Pourquoi vous dites ça, madame? Moi, je suis surpris par vos allégations. Non, ce ne sont pas mes allégations. De 6 partis qui formaient ce regroupement politique. Aujourd'hui, les 3 ont décidé de s'écarter et puis vous êtes restés avec les 3 autres. Vous savez, avant ça, avant qu'on en arrive là, oui, le MNSP de Michel Mboussingwari faisait partie de la COPAR. Michel Mboussingwari, pour des raisons... Oui, Michel Mboussingwari. Il était candidat à l'élection présidentielle de 2020. C'est la COPAR qui a porté sa candidature. Oui, 2016. Voilà, mais c'est la COPAR qui a porté sa candidature. Par la suite, il est parti de la COPAR, n'est-ce pas? Donc, je pense que c'est une erreur d'appréciation quand on considère que la vigueur ou la valeur d'un groupement est liée au grand nombre de partis qui le constituent. Je ne pense pas. Vous ne pensez pas? Oui. Non, je ne pense pas. C'est un faux débat, puisque vous savez très bien que les raisons qui ont conduit la Convention à reconsidérer ce thème de référence, ce sont des raisons irréfragables et inattaquables. Madame, vous trouvez normal qu'un groupement d'opposition soit dirigé par un ministre? Vous trouvez ça normal? Oui, c'est justement la pomme de discorde. Mais c'est pas une pomme de discorde, je n'aime pas tellement donner des appréciations à la place des uns et des autres. Vous, en tant que journaliste, comment vous appréciez cet argumentaire? Puisque c'est vous qui posez la question. Je vous réponds. Est-ce que vous trouvez normal? Oui. Vous savez que l'opposition politique est organisée de manière constitutionnelle. Oui. Donc, je pense que c'est l'article 6 du décret du 27 juillet 2017. Donc, lorsqu'on est ministre de la République, on a une obligation de réserve et un droit de solidarité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas critiquer l'action du gouvernement. Oui. Comment voulez-vous être à la tête d'un groupement d'opposition tout en étant ministre du gouvernement que vous êtes censé évaluer? Parce qu'il travaille mal ou parce qu'il travaille bien? Vous ne voyez pas que c'est cohérent? Mais dans ce débat des journalistes, c'est à vous de faire comprendre aux autres. Et encore que nous, ça ne nous intéresse plus, ce débat-là. Pouvez-vous nous donner les dispositions de la nouvelle charte de la Convention des partis républicains? Mais ce qui a changé, c'est d'abord au niveau de la coordination générale. Oui. Mais l'intérimaire que j'étais a été confirmé comme coordonnateur général. Et ce qui n'a pas plu le président du PRL, du parti PRL. Bon, moi, je n'ai jamais vu le ministre Fila se prononcer
sur cette question. Mais si ce n'est pas prononcé, Non, pourquoi il a décidé ne prêtez pas des intentions à ce membre du gouvernement. Il y a des gens... Pourquoi il a décidé de s'écarter de la convention? Mais il faut lui poser la question. Mais moi, je vous pose la question. Vous, en tant que coordonnateur général, monsieur mais je vous ai dit Chris-Antoine Oualembo, d'après ce qu'ils ont dit, ils souhaitaient que le ministre Fila continue à être coordonnateur général de la COPAR. Et puis vous continuez toujours à être en tant qu'intérimaire. Ah d'accord, c'est une cacophonie. Mais là, c'est une cacophonie, puisque je vous ai dit que les dispositions... Vous estimez que c'est une cacophonie, monsieur Chris-Antoine Oualembo? Puisque je vous ai démontré que on ne peut pas être membre du gouvernement et en même temps chef d'un groupement politique de l'opposition. C'est clair. La COPAR est toujours dans la frange de l'opposition dite modérée. Non, le mot modéré me paraît superfétatoire. Nous sommes des républicains. Voilà le bon mot. Modéré par rapport à quoi? Voilà. Nous sommes des républicains, c'est-à-dire nous sommes respectueux de la loi. De la loi, oui. Nous ne sommes pas là pour passer notre temps à critiquer le président de la République sans proposer quoi que ce soit, parfois même à injurier telle ou telle personnalité. C'est en cela que nous n'avons pas une marque de fabrique, mais enfin, nous nous déterminons par rapport à ça. C'est pour ça que nous sommes des républicains. Modérés ou radicaux, ce sont des termes que je peux qualifier d'excessifs. Parce que c'est une appréciation personnelle. En tant que coordonnateur général d'une plateforme de l'opposition dite républicaine, est-ce que vous avez le temps, parfois il vous arrive de faire des propositions? Mais lorsque nous communiquons, mais tout de suite là, si vous me posez la question pour savoir qu'est-ce que nous pensons de la gouvernance, et qu'est-ce qui se fait, et qu'est-ce qui aurait dû se faire, moi je vais vous dire ce que nous considérons comme des choses à améliorer, des choses à revoir, puisque les faits montrent que la gouvernance du Congo présentement ressemble à un bateau ivre. Vous le savez, non? Puisque... Non, c'est vous qui le dites. Mais attendez, la gouvernance se caractérise par quoi? Par la résolution des problèmes des populations. Oui. La résolution des problèmes des populations. C'est pas trop fort. Le représentant ou le coordonnateur général de la convention des partis républicains. Vous êtes en tant que républicain. Vous assimilez la gouvernance du pays à un bateau. Mais nous sommes là pour ça. À un bateau ivre. Mais parce qu'il n'y a pas de cap. Il n'y a pas de cap. Attendez, écoutez, madame, les dispositions constitutionnelles nous donnent le droit d'apprécier la gouvernance de notre pays. Mais nous avons l'obligation de justifier les prises de position qui sont les nôtres. Quand je dis que le gouvernement actuel ressemble à un bateau ivre, parce que je considère qu'il n'y a pas de cap. Et je peux le démontrer, madame. Démontrez, allez-y. Bien, lorsqu'on fait des politiques publiques, il faut qu'il y ait une certaine cohérence. Il faudrait qu'il y ait des résultats palpables. Il faudrait un certain pragmatisme. N'est-ce pas? Oui. Bien. Je pense que chaque matin, vous voyez des colonnes de bidons jaunes. Nous sommes en 2025, madame. 63 ans, je crois, après l'indépendance. Les gens n'ont pas d'eau. Tous les jours qui passent dans les domiciles, des stabilisateurs, des climatiseurs, des réfrigérateurs, des téléviseurs, sont détruits par la mauvaise qualité du courant. Sinon, la quasi-inexistence de ce courant-là. Regardez la question de transport urbain à Brazzaville. Regardez l'assainissement de la ville où on est obligé, alors qu'il y a des mairies, on est obligé d'aller chercher des sociétés étrangères. Et d'après, on dit souvent que celui qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole. Mais j'ai l'impression que ces mêmes sociétés n'apportent pas de capitaux. N'apportent pas de capitaux.
Vous avez vu le scandale de l'affermage de la société sénégalaise, non? Est-ce qu'on nous a dit quels sont les capitaux que cette société a apportés? Quels sont les équipements? Alors, vous prenez des barrages financés par le contribuable congolais, dont les crédits sont remboursés sur plusieurs années, des lignes électriques. Quelqu'un vient, il vient organiser la distribution, la commercialisation. Les Congolais ne peuvent pas faire ça. Vous êtes sûr? Non, si les gens sont incompétents pour atteindre tel ou tel objectif de gouvernement, il faut les changer. Mais vous n'allez pas même sur des secteurs régaliens, n'est-ce pas, aller chercher des étrangers sans démontrer qu'est-ce qu'ils apportent concrètement en termes de capitaux. Et si leur expertise dépasse l'expertise. Bon, je peux continuer. Le gouvernement, oui, allez-y. Vous avez voulu que je vous démontre pourquoi je dis que c'est un bateau. C'est un bateau ivre, oui. Dites-moi, madame, quel est le secteur à incidence publique qui marche au Congo? Non, moi je vous pose, c'est à moi de vous poser la question, monsieur Chris-Antoine Walembo. Les infrastructures, en tant qu'acteur politique, l'électricité, l'eau. Donc nous, on est qualifiés pour critiquer ce gouvernement. Écoutez, à vous entendre parler, monsieur Chris-Antoine Walembo, oui, coordonnateur de la COPA, oui, un regroupement, une plateforme que vous qualifiez de républicaine. Oui. Mais vous tirez à bout. Attendez, donc quand on est républicain, on cautionne la médiocrité. Non, moi c'est pas ça la définition de républicain. Je ne vous dis pas de cautionner la musique. Moi, je vous renvoie. Non, moi, je mais alors, c'est en tant que journaliste. Puisque vous n'êtes pas d'accord avec notre appréciation, démontrer que dans tel secteur, le gouvernement remplit ses obligations correctement vis-à-vis des populations, vis-à-vis du souverain primaire. Citez-moi ce secteur-là. Moi, je vous dis qu'il n'y a aucun secteur. Tout est en rouge. Puisque, écoutez, j'ai comme l'impression que je suis en face de moi un acteur politique de l'opposition radicale. Non, c'est vous qui dites radical. Oui. Nous ne sommes pas des radicaux puisque nous ne violons pas la loi. Madame. Vous ne violez pas la loi, mais vous savez l'organisation. Est-ce que vraiment Chris Walembo n'a pas changé de tendance, n'a pas changé, basculé vers l'opposition dite radicale? Bon, c'est une appréciation. Mais moi, je voudrais vous rappeler ceci, madame. Je pense le 29 novembre ou le 28 novembre de chaque année, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, le président de la République, passe un message devant le Parlement réuni en congrès. Il dit ce qu'il y a à faire, ce que le gouvernement doit faire. Il fait le bilan, etc. N'est-ce pas? Oui. Ben nous, c'est ça le référentiel. C'est ça le référentiel. Alors, si ce que le président a demandé au gouvernement n'est pas fait et que les attentes des populations ne sont pas satisfaites, nous, les acteurs politiques, nous donnons une appréciation dans un sens comme dans l'autre. C'est pas seulement l'opposition. Même, je pense, les gens de la majorité présidentielle considèrent que le gouvernement a échoué. Maintenant, madame, nous sommes en régime parlementaire. Le gouvernement est échoué. Oui, madame, nous sommes en régime parlementaire. Oui. Je vous rappelle ça. Moi, les gens qui s'en prennent même au président de la République, moi, je trouve que c'est vrai, il est le chef de l'exécutif. Nous sommes en régime parlementaire. Donc, il y a un premier ministre, il y a une majorité parlementaire. C'est cette majorité parlementaire qui soutient l'action du gouvernement. Je ne sais pas pourquoi cette majorité parlementaire continue à soutenir un gouvernement dont les résultats sont chaotiques. Le président, écoutez, moi j'étais là assis lorsque le président a demandé, par exemple, aux députés de diligenter des enquêtes parlementaires pour vérifier tel ou tel problème, tel détournement, tel ceci, tel cela. Nous étions tous là. Vous étiez là, vous les médias. Ces enquêtes ont donné quels résultats? Les enquêtes parlementaires. Je vous cite un cas bien précis. Oui, allez-y. Il n'y a pas longtemps, le président a dit que l'État décaisse 9 milliards pour payer les bourses des étudiants. OK? Oui. Après et que, enquête faite, il n'y a que 3 milliards qui sont nécessaires. Où vont les 6 000 milliards? Plutôt les 6 milliards. Où vont les 6 milliards? Où est le résultat de cette interrogation gravissime du président?
Et dans ce cas, qu'est-ce que le gouvernement devait faire? Mais ce Avoir gouvernement est les 6 millions soutenu par une de 6 majorité. milliards. Je voudrais pas, moi je suis pas venu ici pour parler des partis politiques. Oui. Ce gouvernement est soutenu par une majorité. C'est pour cela que le Premier ministre est toujours là. Cette majorité devait constater l'échec de ce gouvernement et faire partir le Premier ministre. Donc, Pourquoi ils ne le font pas? Mais moi, je vais vous dire pourquoi. Selon vous, le bilan. Je vais vous dire pourquoi. Si Beaucoup vous de membres du gouvernement oui. sont députés. Moi, je suis d'un certain âge. Oui. Le trésor, pour nous, c'était sacré. On ne parlait pas du trésor public. Mais vous savez que le trésor public a été désacralisé. J'ai même vu des gens danser là-bas. Parce qu'on a nommé telle personne, telle autre personne. Vous dansez pourquoi lorsque on a remplacé des directeurs centraux qui manifestement ont volé, puisque c'est dit, puisqu'il y a même des poursuites engagées par le procureur général. Et quand on nomme des personnes, vous êtes en train de danser. Le trésor a été désacralisé. Quand le DG de, attendez, le DG des douanes vient dire, le DG des douanes vient dire, vous êtes en train de tirer sur le gouvernement. Mais c'est notre rôle. Oui. C'est notre rôle, l'opposition doit évaluer l'action gouvernementale. Il vous reste seulement le courage, monsieur Chris. Nous sommes en démocratie. Monsieur Chris Antoine Walembo, il vous reste seulement le courage de basculer dans l'opposition radicale. Ça, c'est votre appréciation. Le président ne veut pas de subversion, ne veut pas de complot. Il corrobore la liberté d'expression. Nous l'entendons, c'est notre chef de l'État. Est-ce que ce que nous sommes en train de dire, nous pouvons le démontrer? Invitez-nous. D'un côté, il y aura l'opposition, de l'autre, il y aura les gens qui soutiennent l'action du gouvernement. Eux, ils vont dire que le gouvernement travaille bien. Nous allons démontrer que le gouvernement travaille mal. Un débat contradictoire. Moi, je m'inscris dans ce débat-là et je serai candidat. Monsieur Chris Antoine Walembo, quand vous avez créé, vous avez mis en place la COPA, vous vous êtes assigné entre autres objectifs l'alternance au sommet de l'État. Bien sûr. C'est inscrit dans la démocratie. Oui. Cet engagement tient toujours. Mais nous, on avait un candidat, non, Michel Moussingwari. Mais en 2021, pourquoi vous n'avez pas fait seulement en 2016? Mais parce que les conditions d'organisation du scrutin ne nous convenaient pas. Nous l'avons toujours dit. On avait demandé la biométrie. Elle est où? La liste électorale. Vous étiez partie intégrante lors des consultations nationales. Madame, je vous remercie. Concertation après concertation, nous demandons la mise en place de la biométrie. Parce que là, il y a des outils numériques. En 2016, vous savez, quand la biométrie n'est pas là, la liste n'est pas fiable. Je vous ai dit, je vous parle en tant que commissaire chargé de la gouvernance électorale. Je peux vous démontrer qu'il y a plus de 111 méthodes pour tricher lorsqu'il n'y a pas de biométrie. Et la biométrie, c'est un système fiable selon vous? Non, la biométrie, c'est quand même, ça réduit au moins 70% à 80% des risques de fraude. Parce que, souvent... Et votre proposition n'a pas été... Chaque fois, elle est reconduite. Vous demandez aussi au gouvernement pourquoi, depuis que nous étions à Roding pour acter la biométrie, elle n'a jamais été mise en œuvre. Il faut demander. Il y a une cohérence pour dire que la biométrie, c'est quand même un système qui réduit la fraude électorale. Cela est indiscutable. Parce que c'est la même personne qui vient voter, elle est filmée, et cette personne ne peut pas aller ailleurs. Le serveur va bloquer. Or, quand il n'y a pas de biométrie, un individu, vous savez, madame, je suis Chris Antoine Walembo, né le 3 novembre 1956. Je sors une carte d'électeur. Un autre Chris Antoine Walembo, dans un système multicritère, peut être né le 3 janvier. C'est un autre individu. Je suis Chris Antoine Walembo, né de père de Chidi Singh Robert. Un autre Chris Antoine Walembo peut avoir un père Massamba. On sort une autre carte. Et sa mère, moi c'est Lumpangu Anne. La mère de ce Chris Antoine Walembo, c'est Lazarine. Vous voyez ce que ça fait? Et cette personne détenteur de plusieurs cartes peut aller voter plusieurs fois. Voyez-vous?
J'ai fait le monitoring, écoutez, les dernières Monsieur Chris, élections. laissez-moi au moins vous poser la question. C'est à moi. Bon, je crois que je vous ai démontré que la biométrie est nécessaire. Vous avez dit que la biométrie est nécessaire, mais Monsieur Chris-Antoine Walembo, vous étiez candidat aux élections sénatoriales. Mais j'ai toujours été. Avec le même système. Mais j'ai toujours été. Désormais, je me demande même s'il faut aller aux élections. Puisque j'ai toujours gagné, c'est prouvé. Mais je n'ai jamais été déclaré vainqueur. Vous ne prenez pas la politique. Avec l'eau du bain, non. On continuera à discuter entre Congolais pour améliorer les choses. On ne fait pas la politique pour soi-même. Parce que moi, je ne gagne pas. Parce qu'on ne m'a jamais déclaré vainqueur. Je refuse de discuter pour le pays. Je continuerai à discuter. Parce que nous ne sommes pas des comploteurs. Nous n'appellerons jamais à l'insurrection. Nous n'appellerons jamais à la révolte ou quoi que ce soit. Les problèmes du pays, il faut les régler. Même si ce n'est pas nous qui allons en profiter. Les générations futures profiteront des bases que nous allons mettre. N'est-ce pas? Vous militez pour l'instauration de la biométrie. C'est pas nous, c'est les recommandations de CBT. Madame, j'étais le vice-président du dialogue de CBT. Le dialogue de CBT a acté 24 recommendations. Parmi les 24, il y a la biométrie. Combien ont été mises en œuvre? Les 24 recommandations du dialogue. 22 ont été mises en œuvre. 3 sont restés. Oui. Notamment la biométrie. Le découpage administratif global. Le plafonnement des dépenses électorales. Voilà. Donc, je sais de quoi je parle. Et donc, techniquement, on ne peut pas prouver que la biométrie ne peut pas se faire, puisque les cartes d'identité sont déjà biométriques, les passeports sont biométriques. Donc, le QR code est présent partout. Et pourquoi pas aux élections? Il y a bien des raisons que vous devez demander au gouvernement. Monsieur Chris-Antoine Walembo, les 3 partis membres de la COPAR, on a comme l'impression qu'il y a le mutisme, il y a la léthargie qui a gagné. Vous vous caractérisez par la léthargie. Et aujourd'hui, laissez-moi terminer, s'il vous plaît, monsieur, j'en viens. Voilà. Et aujourd'hui, on se demande, est-ce que la COPAR tend vers son effondrement? Bon, ça... Il est lieu de se poser la question. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Je vous ai dit que il n'y a pas de remue-ménage à la COPAR. La COPAR avait réajusté sa charte. Les raisons, je vous ai donné ces raisons-là. Mais s'il n'y a pas de remue-ménage, pourquoi sur les 6, vous restez avec 3? Vous revenez sur cette question. Mais oui. Bon, madame, je vais vous renvoyer à votre réflexion. L'OPC, l'opposition politique congolaise, dirigée par Tsatsi Mabiala, à laquelle d'ailleurs nous avons adhéré, à laquelle les partis de la COPAR ont adhéré, y compris les partis qui ont quitté la COPAR. La COPAR, oui. On se retrouve là-bas. Et quand vous vous retrouvez là-bas, quelle est l'atmosphère? Arrivez-vous vraiment à transcender tout ce qui est vos divergences politiques? Mais là-bas aussi, il y a une charte. Oui. Et donc, ce n'est pas des problèmes personnels. On s'engage sur la base des textes. Et on agit lorsqu'on est citoyen sérieux, pragmatique, cohérent. Vous savez ce qu'on appelle l'affectio societatis. Le lien qui unit telle ou telle personne pour être ensemble. Bon, si vous avez une divergence, vous exprimez la divergence, mais là-bas les choses se passent bien. Nous ne sommes pas des ennemis, c'est pas parce que tel cadre a quitté la COPAR que c'est devenu un adversaire. Pourquoi? Ça, ce sont des considérations incantatoires. Ça ne nous intéresse pas. Envisagez-vous vraiment d'initier ou d'entreprendre les démarches pour l'adhésion de d'autres partis de l'opposition congolaise? Bon, vous avez un problème, madame, je vais vous le dire. Lequel, monsieur? Le problème que vous avez, vous pensez que l'efficacité dépend du grand nombre de personnes qui sont dans un groupement. C'est une erreur. D'ailleurs, chez nous, il y a même, écoutez, il y a même un proverbe de chez nous qui dit que ceux qui sont nombreux font preuve de moins d'efficacité. Et les autres, il y a des années, vous organisez souvent les activités bon, ça, pour les communications, les rencontres, mais aujourd'hui, ça fait des années. Bon, si maintenant... La COPAR, plusieurs années. Madame, si je vous comprends bien, vous considérez que l'efficacité dépend du nombre d'activités que vous menez. Non, pas du tout. Mais je me dis, est-ce que... Avez-vous le temps de vous rencontrer? Aujourd'hui, par exemple. Oui.
moi j'ai accepté votre rendez-vous parce que l'actualité qui s'impose à nous exige que nous nous prononcions en tant que force politique. On ne va pas créer des activités pour le plaisir de créer. Nous ne sommes pas des opposants des réseaux sociaux. Hein? Donc les autres sont les opposants. Moi je ne sais pas, mais nous, oui. Mais quand vous dites c'est qu'il y a une frange. Madame, nous parlons, mais ceux-là, ils sont libres aussi de communiquer avec des stratégies qui sont les leurs. Nous sommes des démocrates. Nous ne sommes pas là pour critiquer les méthodes de tel ou tel groupement, les méthodes de tel ou tel parti. C'est pas normal. Nous avons à dire ce qui va pour le pays, dans le bon sens, ce qui ne va pas. Vous jugez que d'autres opposants n'utilisent pas les réseaux sociaux à bon escient, mais oui. Moi, je n'ai pas. Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des opposants des réseaux sociaux. Mais c'est parce que vous avez dit que la COPA réduite à 3 partis ne communique plus. Donc, vous voulez nous voir sur toutes les plateformes. Nous, on vous dit qu'on nous ne faisons pas la politique de cette façon. Vous refusez d'accepter qu'aujourd'hui, la COPA aujourd'hui a été fragilisée. Non, vous ne trouvez pas ça. En tant qu'acteur politique, reconnaissons au moins. Il faut le démontrer, madame. L'honnêteté intellectuelle vous oblige en tant qu'acteur politique. Un cadre de la République. Vous avez dit que la démonstration que vous faites, oui, elle est insuffisante. Pourquoi? Et même inacceptable. Parce que vous ramenez... Inacceptable. Non, vous ramenez la problématique au nombre de partis. Or, je vous ai dit que ce n'est pas le nombre de partis qui font la crédibilité d'un groupement. Puisqu'il y a des partis, comme la COPA, qui n'ont que trois composantes, d'autres 4, d'autres 5, mais leur rayonnement au plan national et international est quantifiable. C'est la qualité de la communication, la qualité des actions, l'efficacité et la cohérence, le pragmatisme, n'est-ce pas? Lorsqu'on est aguerri, on est aguerri. On n'a pas besoin d'un grand nombre pour dire aux Congolais que ça va et ça ne va pas. Or, vous ramenez la problématique au nombre de formations politiques. C'est faux. Mais il y a même des coalitions qui n'ont que 2 partis. La COPA réagit en fonction de l'actualité. La COPA n'est pas une plateforme où dès que tu prends une tasse de thé, de café, tu viens parler. Hein, en insistant toujours, je ne sais pas, sur telle ou telle personnalité. Merci. Maintenant, l'heure est grave. C'est pour ça que nous parlons. L'heure est grave, le pays ne va pas bien. Le pays ne va pas bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Refaire un autre gouvernement. Refaire un autre à quelques mois de l'élection présidentielle. Mais pourquoi pas? Est-ce que la Constitution n'autorise pas le président à revoir son gouvernement si ce gouvernement-là n'arrive pas à mettre en œuvre son projet de société? Ensemble, poursuivant la marche, le président donne un cap. Nous tous, on est au courant que voilà ce que veut le président, voilà ce que veut le président, voilà ce que veut le président. Il faut le mettre en œuvre de cette façon. Bon, maintenant, ils n'arrivent pas à avoir des résultats. Si tu es incapable d'avoir un résultat, qu'est-ce que tu fais? À la rigueur, si on avait un peu d'honneur, on démissionne. Tout le plaisir a été pour nous de décrypter l'actualité nationale avec le président du CODEMO et coordonnateur général de la COPA, M. Chris-Antoine Oualembo. Merci, à la prochaine.